Dépolitiser, c'est cacher le caractère politique de quelque chose. Laissez-moi vous conter l'histoire de la petite fille et du robinet. On ne peut pas standardiser les individus. Pourquoi ? Probablement parce que je suis blanc. La nature nous parle, nous devons simplement nous souvenir de l'écouter. Les robino-gauchistes sont dangereux. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast pour le futur, le podcast qui détricote les évidences. Aujourd'hui, on va parler d'écologie politique et on reçoit Victoria Bernier-André, qui est autrice de Vivante et digne, des petits gestes à l'écologie politique. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir proposé de venir. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours ? On a lu que tu avais été ingénieur et que tu avais arrêté, parce que du coup, tu t'es questionné sur certaines choses, j'imagine. Oui, complètement. En fait, à la base, donc oui, je suis ingénieure de formation en génie urbain. Du coup, c'est les métiers qui sont en lien avec l'organisation de la ville. C'est faire en sorte que les conditions d'existence des habitants d'un territoire soient épanouissantes, émancipatrices, etc. Donc, j'ai fait des études d'ingé pendant plusieurs années, ça remonte un peu. Prépa, école d'ingé, fonction publique. Et après, tu as vraiment fait ton travail pendant quelques années ? Oui, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi pour une collectivité. Et en fait, au fur et à mesure de mes missions, j'ai pris conscience, je me suis rendu compte que les projets d'aménagement du territoire que je menais étaient en fait des projets qui étaient destructeurs à la fois pour les écosystèmes type faune et flore et aussi pour les êtres humains. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi des enjeux de classe. Je me suis bien rendu compte que appartenir à la classe ingénieure, ça me faisait appartenir à une classe d'aspirantes bourgeoises, comme dirait Nicolas Framont. Et en fait, tout ça cumulé et plein d'autres choses, je dirais, a fait que j'ai voulu plutôt rejoindre les personnes qui se mobilisent contre les projets d'aménagement de territoire qui sont néfastes. Et c'est pour ça qu'en 2019, j'ai quitté ce poste pour rejoindre ces mobilisations-là. Donc après, tu as fait un peu le tour des initiatives, c'est ça, pour voir ce qu'il y avait, pour documenter, pour analyser ? C'est ça ce que tu as fait après ? Oui, alors c'est assez cliché, hein. J'ai pris mon sac à dos, je suis allée faire des woofings, donc des volontariats dans des fermes en agri-bio. Et puis, en fait, j'ai voulu croiser ça, l'expérience, entre guillemets, alternative, avec l'expérience militante. Donc, d'essayer de coupler au maximum ces deux casquettes, je dirais, d'un contre-pouvoir. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvée à en faire des reportages, à ne pas juste être participante, mais être aussi observatrice et narratrice de ces espaces, de ces initiatives, parce que en fait aujourd'hui, c'est ça aussi qui pêche, c'est que l'espace médiatique, il est contrôlé par des milliardaires et notamment des milliardaires d'extrême droite. J'allais dire libéraux, mais pas seulement. C'est libéraux et d'extrême droite. Les deux vont ensemble. Et donc, c'est comment créer une contre-culture. Alors, créer, elle existe déjà, mais comment contribuer à cette contre-culture. Et en fait, aussi associer des choses que j'aime, qui sont le fait de raconter, de photographier, de mettre en image. Et c'est à partir de là, de tous ces reportages, qu'à un moment, j'en ai fait un livre, donc Vivante et digne, des petits gestes à l'écologie politique. Ok, trop bien, merci beaucoup. Et du coup, on va peut-être pouvoir reparler de ton livre un peu plus tard, mais peut-être on peut commencer par définir certains termes, parce qu'on va les utiliser tout le long du podcast. Et c'est quoi la différence entre écologie et écologie politique ? Parce qu'on entend partout le mot écologie, mais là, toi, tu parles beaucoup d'écologie politique. C'est quoi exactement la différence ? Oui. En fait, l'écologie, on peut le concevoir comme étant la science des écosystèmes. Donc des écosystèmes, ça va être plein d'éléments qui vont naviguer ensemble ou en tout cas exister dans un même espace. Donc des écosystèmes, il y en a plein. Et la question du coup de l'écologie, on peut la voir sous plein d'aspects différents. Quand on parle d'écologie sans parler d'écologie politique, on va plutôt parler d'environnementalisme, en tout cas d'un point de vue occidental, dans les milieux occidentaux, scientifiques, notamment
par exemple, quand on considère l'écologie sous l'angle du GIEC, on va parler plutôt d'environnementalisme ou de carbocentrisme. C'est-à-dire que c'est une écologie qui va se focaliser sur les écosystèmes non humains. Les écosystèmes vivants non humains, donc voilà, faune, flore, carbone. Et en fait, cette écologie-là, c'est-à-dire l'état du monde en termes d'écosystème, il est nécessairement lié à la façon dont on organise nos sociétés. Oui, c'est la conséquence de notre organisation sociétale. Exactement. Enfin, en fait, les deux sont liés. C'est pas nécessairement la conséquence, mais le résultat aujourd'hui, c'est en effet la conséquence de nos organisations sociétales. Et l'organisation sociale ou les organisations sociétales, c'est de la politique. C'est la politique. Enfin, vraiment, c'est ça ce que ça veut dire politique. Et du coup, l'écologie politique, c'est faire le lien entre les deux. C'est-à-dire, c'est avoir la conscience et réfléchir à l'écologie, agir autour de l'écologie, en prenant en compte que cet état du monde, les écosystèmes humains, faune, flore, sont imbriqués dans des organisations sociales, sociétales, donc des systèmes politiques. Et du coup, c'est adopter ce regard-là quand on parle d'écologie. Et en fait, adopter ces regards-là, ça permet de se dire qu'en fonction de la politique qu'on choisit, on ne va pas avoir la même écologie. Et ça peut faire le lien avec les questions de écofascisme ou écologie radicale, donc plutôt écologie libertaire, extrême gauche, anarchisme. En fait, c'est tout un panel de différents types d'écologie. Du coup, quand on a eu un peu ce débat au moment où Hugo Clément est allé parler au Rassemblement national, on a dit que tous les partis devaient prendre en compte l'écologie. Et toi, tu penses que c'est pas ça qu'il faut faire et c'est pas comme ça que ça va fonctionner ? Alors, Hugo Clément, donc juste une petite rectif. Donc, lui, il était allé parler dans Valeurs Actuelles. Il avait été invité dans Valeurs Actuelles dans l'idée, justement, son idée, c'était de s'adresser au public, aux personnes qui votent extrême droite, parce que, selon lui, en fait, l'écologie concerne tout le monde. Alors, oui, l'écologie concerne tout le monde, ça c'est sûr. Par contre, les réponses qu'on apporte, déjà le constat de l'écologie, c'est-à-dire le constat de l'état écologique du monde, il est différent en fonction du regard qu'on porte sur le monde. Donc on peut avoir des diagnostics différents, et clairement, l'extrême droite aura peut-être un diagnostic différent sur la question écologiste que les libéraux, que les capitalistes, que les anarchistes, etc. Donc, diagnostic différent, mais aussi réponses différentes. Et en fait, donc il y a déjà ça. Et en plus, c'est pas anodin de justement donner des pistes à l'extrême droite pour parler d'écologie, en se faisant passer dans une forme de neutralité, que l'écologie c'est quelque chose justement de neutre et que y a qu'un seul diagnostic à faire et qu'une seule réponse politique. Pourquoi ? Parce que en fait l'écologie, elle a été adoptée par des courants d'extrême droite. En fait, alors bon, je fais le point Godwin, mais clairement, dans le régime nazi, se rallier à la terre par le sang. Je me souviens plus je crois le slogan, mais qui était Bluten. Enfin, les personnes qui parlent mieux allemand que moi, enfin moi je ne parle pas allemand, mais en tout cas il y avait vraiment ce truc de la terre et le sang, et il y avait toute cette sacralisation de la nature dans quelque chose de très pur et de fasciste du coup. Enfin, dans une essentialisation, etc. Donc de revenir à une forme de pureté, de nature, il y aurait une opposition nature-culture. On voit aussi ça dans l'extrême droite avec le retour aux traditions. Le retour aux traditions, ça peut être aussi utilisé, ça peut être aussi une façon de dire si on retourne à des traditions, on sera plus écolo. Et du coup, les traditions patriarcales, les traditions racistes, même si ce n'est même pas une tradition parce qu'elle existe en soi aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est fondamental pour moi, à mon sens, quand on parle d'écologie, de se situer. C'est quoi le diagnostic qu'on fait et c'est quoi la réponse politique qu'on veut apporter ? Parce que sinon, en fait, c'est du flou, c'est comme je dirais, pour reprendre les éléments de langage dans les violences sexuelles, c'est du gaslight en fait, c'est une manipulation mentale, et du coup je pense que c'est important d'être clair quoi. Et Hugo Clément, il porte une écologie qui n'est pas la mienne, clairement.
Juste pour revenir sur une notion que tu as utilisée, le rapport nature-culture, peut-être pour le définir rapidement, c'est du coup faire une différence entre la société humaine et la nature dans le sens où ils ne sont pas liés, c'est ça? Oui, totalement. En fait, c'est des questions philosophiques. Moi, je les maîtrise pas. En tout cas, ce que je peux en dire, c'est que la prédation que l'être humain, en tout cas l'être humain blanc occidental, et notamment de classe supérieure, bourgeoise, etc., exerce une prédation sur la nature dans un désir de la contrôler, comme si il y avait deux entités différentes, la nature et l'être humain, et je dirais même l'homme, parce que généralement les personnes qui fonctionnent comme ça, ce sont des personnes qui croient en l'humanité comme étant l'homme avec un grand H. Sauf que en fait c'est faux. On fait tous partie de la nature en fait. Enfin, la nature c'est un concept qui n'existe pas vraiment. Enfin, tout est naturel entre guillemets. Enfin, après il y a la transformation humaine sur l'existence, c'est sûr, mais en fait si on doit revenir à une forme de naturalité, comment revenir à une forme de naturalité, ça serait nier en fait des vies de certaines personnes. Enfin, avec ces idées-là, on pourrait dire il y aurait une nature féminine, il y aurait une nature masculine, il y aurait du coup un corps valide, un corps qui correspond à ce qu'est la nature. Alors qu'en fait non, on est tous et toutes des évolutions, des transformations. Et en fait, je pense que c'est très important dans l'écologie de d'effacer cette binarité nature-culture, parce que, en fait, déjà, c'est arrêter une prédation, c'est se réinsérer en tant que être, enfin, une forme d'humilité humaine, mais c'est aussi éviter de sombrer dans des logiques de pureté qui peuvent nous mener au fascisme. Ok, et du coup, on t'a dit qu'il fallait donc politiser l'écologie. Et qu'est-ce que tu penses du discours sur la responsabilité individuelle, les gestes, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce qu'il faut complètement l'ignorer ou est-ce que c'est juste à remettre en proportion avec le reste? Je réfléchis, hein. Vas-y. En fait, en plus, c'est le sous-titre de mon livre, hein, cette question des petits gestes. Donc, je vais y répondre. Hein. Je vais y répondre. C'est juste par quel bout prendre la question. Il est évident qu'aujourd'hui, la population occidentale, la population des pays du Nord, notamment les plus privilégiés, doivent changer de mode de vie. C'est évident. La question dans la responsabilité individuelle, c'est qui est-ce qu'on vise, qui est-ce qui est responsable, parce qu'en responsabilité individuelle, donc il y a la notion de responsabilité. Et donc pour pointer une responsabilité, il faut voir qui fait quoi. Aujourd'hui, il y a un constat qui est clair, c'est que les personnes qui exercent la prédation la plus grande sur les écosystèmes, quand je dis les écosystèmes, ça inclut les humains, ce sont les personnes bourgeoises, blanches, allez, j'irais même celles qui dominent du coup les classes hétérosexuelles, cisgenres, valides. Donc en fait, alors après, je pense qu'il y a plein de nuances à mettre dans ces classifications. Mais en fait, la responsabilité individuelle, une fois qu'on la situe, en effet, c'est indispensable. C'est indispensable. Après, la question, c'est on ne peut pas s'arrêter à une responsabilité individuelle. Il faut s'organiser collectivement pour que cette responsabilité individuelle, elle puisse être... c'est-à-dire qu'on puisse transformer nos actions. On a des marges de manœuvre qui sont différentes en fonction de nos positions sociales. Donc, moi, ce que j'invite chaque personne, c'est identifier notre position sociale, se situer. En fonction de notre position sociale, c'est quoi nos marges de manœuvre? Et parce qu'on part pas du même endroit, et en fonction de nos positions sociales, on n'a pas les mêmes capacités d'action sur nous-mêmes ou sur la société. Et puis, c'est à partir de là aussi, c'est s'organiser collectivement pour qu'on puisse avoir ces transformations. En fait, la responsabilité individuelle, elle peut être... la responsabilité individuelle peut être pointée quand on s'organise collectivement pour les transformer. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Ouais. Par exemple, prendre le vélo, ça peut être facile pour certaines personnes et pour d'autres impossible parce que
handicap ou n'importe quoi d'autre, ou acheter un vélo, ça peut être compliqué, ou s'il n'y a pas d'infrastructure socialement, des petits cyclables, etc. C'est ça. Donc, faut que tout le monde essaie de changer individuellement, mais en plus, il ne faut pas dépolitiser, se rendre compte qu'on est tous différents et qu'on part tous d'un point différent et que la société doit changer aussi. C'est intéressant de parler du vélo et de la question de c'est quoi les petits gestes. En fait, le vélo, le végétarianisme, en gros, les petits gestes caricaturaux, déjà, je trouve que c'est un imaginaire hyper réduit, au sens où, en fait, les petits gestes, c'est tout. Les petits gestes, ça peut être vivre en collectif, on appelle ça petits gestes, mais ça peut être des gestes individuels. C'est en comment on se met en mouvement pour transformer notre mode de vie. Et ça, c'est aussi dans nos rapports aux autres. Moi, je bosse vraiment sur les questions féministes dans les milieux écolos. Pour moi, des postures de transformation, responsabilité individuelle, c'est comment on se forme sur ces sujets, comment on se questionne sur ce que je disais encore, cette histoire d'opposition sociale. C'est les petits gestes, ça pourrait être de dire aussi, je sais que je vais hériter, c'est quoi l'argent dont j'ai besoin, c'est quoi l'argent que je pourrais remettre en commun, parce que d'un point de vue classe sociale, lutte des classes, l'héritage c'est un gros problème. Pour moi, c'est ça les petits gestes aussi. Et donc, comment on passe du petit geste à la responsabilité collective? C'est par exemple les héritages qu'on voudrait mettre en commun, c'est comment on crée des structures qui permettent cette passation du privé au commun. Ça peut être ça. En fait, les petits gestes, ils peuvent être partout dans la sphère anarchiste, dans les questions aussi de dévalidisme, etc. Et en effet, là, tu pointais la question du vélo. En fait, on ne peut pas avoir de solution universelle et homogénéisante de tous les individus. En fait, on en revient à la pureté. On ne peut pas standardiser les individus. Du coup, avoir des propositions qui standardisent, c'est pas possible. Et donc, c'est en ça, c'est en ça que pour moi, la responsabilité individuelle, c'est hyper important, mais il faut qu'elle soit intégrée dans une organisation collective qui donne un pouvoir d'action, qu'on se situe, ne pas standardiser, vraiment de se dire, mais en fait, chaque initiative, elle vaut la peine. De prendre en compte les différences et sur la question de ne pas dépolitiser. En fait, pour moi, tout est politique. Dépolitiser, c'est cacher le caractère politique de quelque chose. Et en effet, ça permet de ne pas interroger les structures sociales et donc les structures de domination qui nous amènent à la situation actuelle. Donc oui, complètement, je suis pour une politisation totale de tout. Et même pour, même pour changer les structures sociales, etc., est-ce qu'on peut les changer par des petites choses comme des pétitions, des marches, ou encore travailler à l'intérieur d'un système? Ou est-ce que c'est pas suffisant, ou est-ce qu'il faut les coupler avec d'autres choses? Ouais, là j'ai l'impression que c'est la question du mode d'action. Donc aujourd'hui, on a un constat de destruction, etc. Il y a plein de réponses. Moi, les réponses politiques que je porte, elles s'approchent plutôt d'une écologie donc dite radicale, donc reprendre à la racine les systèmes de domination et les démanteler. Et donc la question, c'est comment on met ça en place. Moi, c'est mon point de vue, ça ne reste que mon point de vue. Je pense qu'il faut laisser à tout un chacun la possibilité de s'investir comment c'est possible depuis là où elle en est. Moi, au début de mes engagements, j'ai fait des pétitions, j'ai fait des marches. Aujourd'hui, c'est des choses que je fais moins parce que je me trouve beaucoup plus efficace et épanouie dans d'autres modes d'action. Mais c'est pas pour autant que je soutiens pas mes camarades qui sont investis là-dedans. En fait, pour moi, c'est un panel d'actions politiques qu'il faut mettre en place. De la pétition ou à la discussion de café. Vraiment, en fait, pour moi, chaque espace peut permettre de transformer, en fait, par ricochet aussi. Donc, de choses qu'on pourrait appeler très légères ou très modestes. Jusqu'à, par exemple, des personnes qui pourraient démanteler matériellement des infrastructures néfastes. Tout est possible. Donc c'est chacun avec ses moyens, son mode d'action, ses possibilités et le chemin sur lequel il est, quoi. Tant qu'il y a un combat, etc., c'est positif pour la lutte. Alors justement, quand je dis chacun selon ses besoins et ses moyens,
ça a une limite qui est de ne pas reproduire de système d'exploitation derrière. Parce que ça peut être une pensée très libérale de chacun fait ce qu'il veut quand il veut, où elle est, où il est, où elle est. En fait, par exemple, dans mon lieu collectif, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que chacun fait selon ses besoins et ses moyens. Par contre, on a aussi comme valeur de ne pas reproduire de système de domination. Donc, c'est engager la responsabilité individuelle, l'action individuelle, qui peut être une action collective, dans l'idée aussi que, par exemple, si des personnes, elles sont tout le temps en train de prendre des risques juridiques et que d'autres ne le font jamais, il faut que ça soit situé. Est-ce que les personnes qui ne prennent jamais de risques, c'est parce qu'elles peuvent pas se permettre de prendre des risques juridiques, notamment, et encore je dis ça, les personnes qui n'ont pas de papier français prennent des risques juridiques, c'est plus compliqué pour elles. Voilà, c'est plus compliqué pour elles. En fait, la question, c'est qui peut se permettre de prendre des risques juridiques, qui peut pas se permettre d'en prendre, qui peut se permettre d'aller faire une manif et être debout pendant 3 heures, qui ne peut pas et a besoin de développer d'autres modes d'action. Pour moi, c'est aussi en fonction de ça. Il faut et c'est pour ça, en fait, qu'on ne peut pas rester dans l'individualité, qu'il faut qu'on se coordonne. Moi, par exemple, ça m'arrive d'être en soutien de camarades qui vont être dans une installation paysanne. Moi, je parle de moi, mais on fait ça collectivement. C'est-à-dire comment on se soutient les uns les autres à des endroits où on peut avoir des besoins de support et d'organisation. Enfin, ça ne peut passer que par l'organisation. Donc, je pense que c'est aussi ça qui doit être pris en compte. Trop bien. Du coup, t'en as un peu parlé au début, mais il y a vraiment une convergence des luttes, même si je crois que c'est un mot qu'on n'emploie plus trop parce qu'il veut tout et rien dire maintenant. Mais il faut prendre en compte toutes les oppressions en même temps. Et du coup, on peut se demander en quoi le dérèglement climatique, c'est aussi un problème de classe sociale. Le dérèglement climatique, pour moi, c'est surtout un problème de classe. En fait, c'est le résultat d'un système de classe. C'est le résultat de l'esclavagisme, du pillage des ressources par les pays occidentaux. C'est le résultat du capitalisme, du patriarcat, du racisme. En fait, le dérèglement climatique, c'est le résultat de tout ça. Et c'est faire ce constat, c'est porter une écologie radicale, parce que ça veut dire qu'on va aux racines du problème pour démanteler le problème. Et donc, selon moi, en tout cas, moi, ma façon d'agir, c'est justement agir contre les oppressions systémiques. En fait, c'est ça ma façon de lutter pour une écologie radicale, parce qu'en fait, la problématique, quand on s'adresse à la question du dérèglement climatique que d'une façon carbocentriste, c'est-à-dire que sous l'angle des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, le risque, c'est de développer des pseudo-solutions qui, en fait, maintiennent le système actuel. C'est-à-dire, on le voit notamment avec les systèmes de compensation carbone, les énergies pseudo-vertes, alors que, en fait, par exemple, un exemple tout simple, l'industrie nucléaire. L'industrie nucléaire, c'est considéré comme une énergie verte, en tout cas à l'échelle de l'Union européenne. Il n'y a rien de vert dans le nucléaire. Il y a l'extraction d'uranium. Il y a la pollution des terres où il y a eu des essais nucléaires. Il y a le colonialisme, clairement. Il y a eu les massacres qui ont eu lieu à cause du nucléaire. Il y a eu toutes les personnes, notamment les travailleuses autour du nucléaire qui ont été irradiées. Il y a les déchets nucléaires aujourd'hui on n'a pas de solution. En fait, les ingénieurs aujourd'hui n'ont pas de solution. Donc, il y a la pseudo-solution à Bure de les enterrer. C'est une fausse solution qui est extrêmement dangereuse, contre lesquelles de nombreux militants se battent et subissent énormément de répression. Donc, en fait, la question, c'est... c'est pour ça que ce diagnostic, il est fondamental. C'est que si on observe les choses que la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire le dérèglement climatique, la biodiversité, etc.,
si on essaie de résoudre ça, par exemple, il y a aujourd'hui aussi beaucoup de systèmes de compensation carbone qui détruisent la biodiversité. Donc vraiment, la question, c'est comment on va à la racine et à chaque fois, comment on analyse la situation d'un point de vue des dominations. Oui, donc en gros, là, on est en train de... Si on reste que sur l'écologie, on va régler le problème, mais ça va créer d'autres problèmes tout autour et ça ne va pas régler la cause. Et alors, du coup, il faut prendre le problème de manière systémique pour pouvoir régler tous les problèmes en même temps. Donc, comme tu disais, les autres oppressions, c'est les causes du changement climatique et ça, c'est aussi les conséquences les plus vulnérables. Parce que on a vu aussi que c'était la population la plus pauvre qui avait les plus grosses conséquences sur le réchauffement climatique. Donc, c'est cause et conséquences. Donc, faut traiter tout en même temps. Oui, complètement. En fait, aujourd'hui, les personnes... ce sont les personnes les plus privilégiées qui ont le pouvoir. En fait, c'est vraiment des rapports de pouvoir. C'est les personnes qui ont le pouvoir qui détruisent les écosystèmes dont les humains font partie. Donc, les personnes les plus précaires, celles qui ont les plus marginalisées, celles qui n'ont pas le pouvoir, sont celles qui ont le moins de responsabilité dans les destructions. Et pourtant, c'est elles qui sont les plus vulnérables. Pourquoi elles sont les plus vulnérables ? Parce qu'elles vivent dans les zones qui sont les plus touchées par le dérèglement climatique. Et aussi parce que ce sont les zones qui sont les plus polluées. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les pays occidentaux utilisent les pays du Sud global comme leurs poubelles. Donc les personnes qui vivent dans ces espaces sont les plus touchées par les pollutions occidentales. Et aussi, comme elles ont moins de moyens, elles ont moins d'infrastructures, aussi alimentaires, moins de possibilités le voit sur les questions des famines, sur les questions de l'eau, sur les questions de la santé. En fait, c'est les personnes les plus vulnérables. Donc, en fait, c'est ça qui est terrible en fait dans ce constat, c'est que ce sont les personnes qui ont plus de pouvoir, qui sont responsables de la situation. C'est elles qui ont créé cette situation et c'est elles qui en sont le moins touchées. C'est hyper injuste. De toute façon, on voit en France actuellement, l'écologie, la plus visibilisée, c'est l'écologie blanche occidentale. Et du coup, il y a aussi l'écologie décoloniale qui est invisibilisée au maximum sur le territoire français et dans le monde entier. C'est quoi exactement, c'est quoi la différence réellement entre l'écologie décoloniale et l'écologie blanche très visible qu'on montre dans les médias ? Puisqu'on parle d'écologie décoloniale, moi je pense que c'est important aussi de me situer. Je suis une personne blanche, donc je vais essayer de définir l'écologie décoloniale depuis ma situation, même si le terme même de décolonialité, il est censé plutôt être porté par des personnes racisées, donc qui subissent d'une manière ou d'une autre le colonialisme. L'idée de l'écologie décoloniale, c'est justement déjà de faire ce constat. Que l'état du monde, le résultat écologique actuel, il est issu d'un système colonial. Et l'idée de l'écologie décoloniale, tout simplement, c'est très les façons d'agir sont plurielles. Je ne veux pas simplifier, je ne veux pas minimiser cette réponse, mais c'est plutôt de démanteler ce système colonial. Et donc, la différence avec une écologie blanche et bourgeoise, c'est que l'écologie blanche et bourgeoise va... cette idée-là de l'écologie blanche et bourgeoise, c'est de permettre... C'est un peu ce que porte Hugo Clément, finalement, parce que c'est de permettre aux personnes blanches et bourgeoises de préserver leurs privilèges et leur confort de vie, même si tout le monde crève, tout le monde, notamment les pays du Sud global, les personnes qui y vivent... alors qu'une écologie décoloniale vise justement à créer des conditions d'existence qui renversent, dignes pour les personnes, en tout cas qui subissent le néocolonialisme, et donc de renverser ce système colonial. Voilà la différence entre eux. Et du coup, ça va pas du tout être les mêmes modes d'action. Donc quand on veut parler d'écologie décoloniale, par exemple, on va s'intéresser au chlordécone, du coup un pesticide qui a été massivement utilisé dans les bananeraies dans les Caraïbes et
du fait du colonialisme de blancs sur ces espaces et dont aujourd'hui les populations racisées qui vivent dans ces espaces subissent encore des conséquences, dont leurs corps sont empoisonnés, les terres sont empoisonnées, les enfants sont empoisonnés, tout est empoisonné et c'est encore les blancs qui possèdent le pouvoir à ces endroits. Là par exemple il y a eu des militants dans les Caraïbes qui ont déboulonné des statues justement de colonisateurs et qui se retrouvent au tribunal aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment enfin, je vais dire une expression un peu bateau, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Donc on est dans une inversion totale du réel avec les coupables qui tiennent les fils de la justice, enfin les rênes de la justice, et les victimes qui sont considérées comme coupables. Oui, puis comme tu as dit, du coup, c'est impossible que tout le monde garde le même confort que les Occidentaux actuellement. Donc, on ne peut pas imaginer que tout le monde arrive à notre confort parce qu'il n'y a pas assez de ressources sur Terre. Donc, de toute façon, si on rentre dans une logique décoloniale, on va devoir équilibrer tout le monde, c'est ça? En fait, cette question des ressources et du nombre de gens qu'on est sur Terre, justement, je pense que c'est très important d'en parler, en plus avec les questions écofascistes et avec Paul Watson qui dit qu'en fait, il faut réduire la population, etc. En fait, oui, c'est sûr que si toute la population doit vivre comme des blancs bourgeois, ça ne fonctionne pas. Et de toute façon, en fait, c'est pas possible parce que ce mode de vie, il ne fonctionne que si on exploite d'autres personnes pour pouvoir vivre comme ça. Donc, en fait, on est obligé, en effet, d'avoir des modes de vie qui soient totalement transformés. Ça, c'est sûr. Enfin, collectivement, ça ne peut pas fonctionner. La question... je pense que la question qui se pose, c'est en fait, clairement aujourd'hui, avec le carbofascisme qui existe. Tu peux définir carbofascisme ? Le carbofascisme, c'est un régime, une idéologie, des pratiques qui promeuvent l'industrie émettrice de carbone, tout en s'associant à une idéologie fasciste. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui est en train de se passer en Europe, c'est ce qui se passe en Amérique du Sud. Donc en fait, aujourd'hui, on a... Il y a un livre du collectif Zetkin qui parle de ça, le carbofascisme, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas ça parle de carbofascisme, mais en tout cas qui dit qu'est-ce qui se passe quand notre trajectoire, notre scénario plus 5 degrés rencontre le fascisme, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc en fait, la question parce que quand tu parles du mode de vie, c'est la question de la sobriété des Occidentaux, c'est sûr. C'est hyper important c'est hyper important dans les modes de vie. Enfin, on en revient à la responsabilité individuelle, la responsabilité collective. C'est hyper important de créer des alternatives qui nous permettent d'aller vers une sobriété. Et en même temps, attention à de nous tromper d'urgence. Pour moi, l'urgence aujourd'hui, c'est le carbofascisme. C'est le fascisme qui arrive mêlé à ce scénario plus 5 degrés, quoi. Du coup, comment on pourrait lier nos luttes écologistes, antifascistes, et puis avec toutes les autres antivalidistes, luttes ouvrières, etc. Comment tu penses qu'on peut les lier toutes entre elles ? C'est compliqué d'être sur tous les plans, ça c'est sûr. Mais il y a pour moi une piste de sortie qui est assez simple, c'est de tout simplement rejoindre les luttes qui sont portées par les collectifs décoloniaux, les collectifs antiracistes. On le voit par exemple avec la question du génocide palestinien. Ce qui se passe en Palestine, c'est aussi... on ne doit pas s'intéresser au génocide palestinien parce que c'est aussi un écocide. Mais en fait, la question palestinienne, par exemple, elle est fondamentalement écologique. Parce que c'est la destruction des ressources et des conditions d'existence d'une population dans une dynamique coloniale. En fait, c'est toujours les mêmes situations. C'est toujours les... Voilà. Donc, en fait, une façon d'agir qui, je dirais, est multidimensionnelle, c'est justement de se battre. Alors, se battre, on peut dire que c'est conflictuel, mais en tout cas, de se mettre en mouvement pour créer des espaces, participer à des espaces qui sont à la fois refuges pour les personnes les plus marginalisées, en luttant avec elles, à leur côté,
Et en même temps, donc participer à ces espaces refuges et en même temps lutter contre les politiques qui les assassinent. Et là, vraiment, il y a plein de pistes. Il y a la question du génocide palestinien, il y a la question, on peut voir du chlordécone, il y a les questions en ruralité, tout simplement, aussi. En fait, à chaque endroit, là, on en revient un peu à ce que je disais initialement, c'est qu'en fait, à chaque endroit, on peut lutter pour des luttes des validistes, on peut lutter pour des luttes antiracistes, on peut lutter pour les questions féministes, dans des logiques vraiment de garder cette idée écologiste qu'on se bat pour des conditions d'existence dignes. C'est ça, quoi. On commence à lutter, il faut rester attentif aux autres luttes qui peuvent venir nous en parler et rester ouvert et se renseigner, essayer de comprendre et prendre en compte un peu tout le monde et pas rester dans une idée standardisée de l'être humain, quoi. Ok. Merci beaucoup. Et du coup, on a Nicolas qui va nous faire une chronique sur les archives sur le sujet de l'écologie politique. Je t'en prie. En 1972, un groupe international de chercheurs et d'industriels nommé le Club de Rome a publié un rapport, le rapport Meadows. Pour les auteurs du rapport, les conclusions sont claires. Dévorée par sa soif de croissance, l'humanité court à sa perte. Et pourtant, pendant ce temps, Coca-Cola demandait un rapport sur l'impact des différents contenants sur l'environnement. Au début des années 70, la Coca-Cola Company sait donc, grâce à ce rapport, que le verre consigné pollue beaucoup moins que le plastique. Mais la firme ne partagera jamais publiquement cette information. Et pourtant, pendant ce temps, on veut construire un aéroport pas loin de Nantes qui en a déjà un. On a choisi le site de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux de Bretagne, Grandchamp et Treillères. Sur cette zone, on aménagera peut-être à l'avenir l'aéroport Ouest-Atlantique. Bon, les limites planétaires, le plastique, Notre-Dame-des-Landes, on connaît bien. Mais les béquets, vous connaissez ? Sans traite des Noirs, il n'y a pas d'esclavage. Sans esclavage, il n'y a pas de plantation de sucre, de café, de coton, etc. Donc il n'y a pas d'enrichissement colonial. L'enrichissement colonial et ces grandes familles de planteurs antillais, les béquets. Leurs descendants sont encore influents. Suffisamment influents pour empoisonner la Guadeloupe et la Martinique pour des siècles. Le chlordécone était répandu sur les champs pour tuer les charançons, des parasites du bananier. Dans les années 70, il est classé cancérogène possible par l'OMS. Les États-Unis ont alors décidé de l'interdire en 1976, mais en France, il a fallu attendre 1993. Cet insecticide cause, entre autres, des troubles du développement chez les enfants et une augmentation des cancers de la prostate. Des associations ont porté plainte, mais un non-lieu a été rendu en 2023. On saura en mars 2026 si l'enquête va être réouverte. Je fais mon malin là, mais la première idée de chronique que j'ai eue, c'était Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi ? Probablement parce que je suis blanc. En août dernier, un festival militant interlutte nommé Les Résistantes a eu lieu en Normandie sur plusieurs jours. Il s'est terminé avec une intervention de militantes et militants non blancs pointant le racisme du milieu écolo et son absence de remise en question. Par exemple, lors d'une table ronde sur les liens entre pesticides et colonialisme, justement, un membre du public a fait remarquer que la métropole aussi avait des problèmes avec les pesticides, par exemple la loi du plomb. Au-delà des différences importantes entre ces situations, c'était vraiment pas le moment. Je ne veux pas parler à la place des personnes concernées et je n'ai pas trouvé de vidéo ou d'audio de leur prise de parole, donc je vais vous lire des propos de personnes concernées récoltés par le média indépendant Reporter. On a tous fait le même constat, on est fatigué, on est triste et en colère, parce qu'on a vécu beaucoup de violence. Tout cela vient s'ajouter à un quotidien déjà très lourd pour nous. C'est d'autant plus dur de subir ce type d'agression dans un festival où nous étions censés arriver en milieu allié. Vous êtes tous racistes. Ceci n'est pas un festival antiraciste. Pour l'instant, il est loin de l'être. On ne veut pas de vos applaudissements, on ne veut plus de votre hypocrisie, on a besoin que vous nous assistiez vraiment. Chaque question que vous posez est centrée sur vous, c'est trop rarement que vous nous demandez ce qu'on ressent. Pourquoi il n'y a pas de personnes racisées dans votre mobilisation ? Peut-être simplement parce que ce que vous faites n'est pas pertinent pour leurs problématiques ou que votre manière de la faire les en exclut. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est des excuses parfois, qu'on me dise « Pardon, je n'ai pas prêté attention à ce que tu as dit ou à la personne que tu es ». Vous pouvez vous documenter sur l'ignorance blanche qui consiste à penser que son récit est universel ou encore sur le trauma racial qui permet de mieux comprendre certaines réactions de personnes racisées au sein de votre groupe. Les gens ici ne connaissent pas nos histoires. Nous, on apprend vos luttes,
le Larzac, Notre-Dame-des-Landes, etc. La réciproque n'est pas à la hauteur. Qui ici connaît le mouvement des travailleurs arabes ou le MIB? Le MIB, le mouvement de l'immigration et des banlieues, c'est un mouvement qui a été créé en 1995 pour parler de la situation de nos quartiers à l'époque. C'était quoi vos revendications à l'époque? C'était l'égalité, surtout l'égalité de traitement. On parlait du chômage, on parlait de l'école, on parlait du logement, de la criminalisation des habitants des quartiers. On en parle depuis fin des années 70. On postera des ressources sur le compte Insta du Collectif pour le Futur. Et maintenant, il est l'heure d'aller faire nos devoirs. Merci beaucoup Nicolas, super chronique, un peu poignante. Difficile de revenir sur les questions normales, mais on peut parler un petit peu de comment on peut lutter et de quelle manière, quel outil on a. On voit que les luttes écologistes, elles sont de plus en plus criminalisées aujourd'hui. On parle d'écoterrorisme, il y a beaucoup de gens qui ont des procès, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu trouves ça normal? Mais je pense que la question de la répression, elle est justement elle nous apparaît aujourd'hui comme étant très progressive dans le milieu écologiste, et c'est vrai. Elle est de plus en plus forte. Par contre, elle est à, entre guillemets, réapprécier, appréhender dans le cadre de l'histoire de la répression, de l'histoire de l'ordre social, où en fait, habituellement, ce sont les personnes colonisées, les personnes racisées, les personnes marginalisées, précaires, qui ont été des laboratoires expérimentaux de la répression. Je pense notamment aux différentes émeutes qui ont pu avoir lieu ou révoltes populaires qu'on pourrait dire grossièrement dans les quartiers, mais en fait c'est vraiment ça. En fait, il y a énormément de jeunes hommes noirs, racisés, non blancs qui sont tués par la police. On a vu ça ensuite avec les gilets jaunes. Enfin, en fait, c'est ça. On le voit progressivement de qui dérange. Et en fait, de qui est l'autre avec un grand A. Et la répression, c'est la représentation de l'ordre social blanc, bourgeois, hétérosexuel, cisgenre, valide, etc. Donc, les premières victimes, les premiers visés, ce sont les personnes qui ne correspondent pas à cet ordre social, notamment les personnes non blanches. Il y a aussi de la répression envers les personnes trans, sous des formes différentes. Et je pense que c'est important aussi de nommer, de caractériser en fait chaque type de répression en fonction de la communauté qui est visée par cette répression, parce qu'elle ne va pas s'exprimer de la même manière. Il va y avoir des choses en commun. On peut le voir par exemple avec les questions antiracistes et féministes. Par exemple, on va parler de fragilité blanche côté antiracisme, dans les mécanismes de racisme. Dans les mécanismes féministes, on peut parler de male tears, pareil, de fragilité masculine. Mais on va avoir des mêmes mécanismes et en même temps, on va avoir des mécanismes qui sont très spécifiques. Donc en fait, pour moi, parler de la répression écologiste, en fait, analyser la répression écologiste, pour moi, ça doit se faire dans l'analyse de l'histoire de la répression. Et en fait, pourquoi aujourd'hui les écologistes, certains écologistes sont réprimés, c'est parce qu'ils s'attaquent à ce même ordre social qui réprime depuis des siècles et des décennies, et des décennies, si on veut voir plutôt à l'aune de la fin du XXe, les populations, notamment ici de la période, période post-coloniale, guerre d'indépendance, etc. Donc en fait, c'est la juste continuité. Il n'y a pas plus de répression sur les luttes écologistes, c'est juste que c'est nouveau, entre guillemets, mais que toutes les autres oppressions ont déjà vivent déjà de la répression. Alors il y a ça, c'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y a pas plus de répression, il y a plus de répression de manière générale. Enfin, en fait, les écolos sont plus réprimés parce qu'ils s'attaquent au bon endroit. Il y a ça, mais il y a aussi le contexte de fascisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est les deux en même temps. Enfin, il n'y a pas... c'est pas juste quelque chose. Et je pense que c'est tout ça qu'il faut analyser en même temps. Mais en fait,
c'est un peu, je faisais le lien avec les questions de transidentité. Les personnes trans, ou en tout cas les personnes militantes pour les droits des personnes trans, elles le disent très souvent. Elles disent, mais en fait, quand on s'attaque aux droits des personnes trans, après, ce sera les femmes cis, parce qu'on va leur coller une image de féminité auxquelles elles sont censées répondre. En fait, c'est la même chose sur les questions, sur les questions écologiques, sur les questions de maintien de l'ordre social. Il faut se dire que ça va être de plus en plus. Enfin, là, en tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'en reviens à ce que je voulais dire. C'est que pour voir l'état, pour voir la dynamique répressive du pouvoir en place, il faut observer de comment l'État s'adresse aux personnes marginalisées. C'est tout simple. Enfin, vraiment, pour moi, il n'y a pas besoin de regarder comment les Blancs sont traités. C'est regardant comment les personnes marginalisées sont traitées. Ça nous montre, des dysfonctionnements graves qui ne sont pas des bavures. Quand on parle de bavures, ce ne sont pas des bavures, c'est une organisation, c'est l'image même de ce qui est demandé notamment à la police, etc. C'est la structure raciste de la police, etc. Et donc, pour moi, c'est à cet endroit qu'on doit lutter. C'est quoi le rôle des médias, justement, dans la répression, etc., des luttes écologiques? Est-ce que c'est parce qu'elles en parlent aussi beaucoup plus et de manière mauvaise? Ou c'est quoi leur rôle actuellement? La question médiatique, je pense qu'il faut voir de quels médias on parle. Si on parle des médias dits mainstream, en fait, les médias de masse, télévision, radio, presse, papier, en fait, il faut voir qui les possède, tout simplement. Aujourd'hui, les personnes qui possèdent ces médias de masse sont des milliardaires d'extrême droite et pas juste dans l'idéologie, c'est-à-dire qui pratiquent l'extrême droite dans un rapport colonial et capitaliste au monde, au sens où ils ont maintes et maintes ressources, ils exploitent des gens, ils tuent des gens indirectement en fait. Donc en fait, ce sont des outils de propagande. Tout simplement, hein, c'est des outils de propagande et qu'ils rachètent. Là, on voit par exemple Sterrin, milliardaire d'extrême droite. Alors milliardaire ou millionnaire, mais je crois que c'est milliardaire d'extrême droite. Milliardaire qui est justement en train de créer même des instituts de sondage, des instituts de recherche pour promouvoir son idéologie, qui sont des idéologies, alors j'ai plus les termes en tête, mais vraiment identitaires. Enfin, c'est les mêmes idéologies que celles du régime nazi, en fait. C'est des idéologies fascistes, et aujourd'hui, ces personnes possèdent des médias. Et la plupart des médias, des maisons d'édition aussi. Enfin, c'est pas juste la télé, quoi. Est-ce que tu vois et tu considères que ça a vraiment une grosse influence sur l'opinion publique, du coup, j'imagine, puisque c'est des médias mainstream qui sont détenus par ces milliardaires? Est-ce que tu penses que l'opinion publique en général a une très mauvaise vision de l'écologie politique radicale ou pas? En fait, la question de l'opinion publique, elle est complexe. Moi, je suis pas spécialiste de ça parce que je suis surtout dans des espaces, j'essaie de lutter avec les espaces militants et de pas forcément être dans des analyses de la société en général. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une défiance. Enfin, ce qui est sûr, c'est que les médias, ces médias mainstream, parce qu'il y a des médias de gauche, hein, même là, ce qu'on est en train de faire, c'est un média alternatif. Donc, il y a des médias de gauche qui essayent de vivre, mais qui ont de moins en moins de moyens, donc qui essayent de vivre, quoi. Et on a donc les médias mainstream qui, en fait, continuent de capitaliser et continuent de grossir. Donc, forcément, ils ont une influence. La question, c'est qu'ils ont une influence. Il y a des personnes du coup qui se tournent vers l'extrême droite, qui ne votaient pas extrême droite avant et qui votent par l'extrême droite parce qu'il y a une banalisation du discours raciste, mais pas que du discours, hein, des pratiques racistes sur le terrain, enfin avec ratonnade, tabassage de personnes, des personnes qui sont tuées, enfin c'est réel, c'est réel. Et en même temps, augmentation de l'abstention pour plein de raisons qui sont différentes.
et qui du coup influe directement sur qui est-ce qu'on a au pouvoir, parce qu'il y a une défiance envers les institutions. Mais ce qui est normal, en fait, aujourd'hui, par exemple, aux législatives, c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. On n'a que des ministres d'extrême droite là depuis. Enfin, du coup, en fait, c'est normal que les gens ils arrêtent d'aller voter parce qu'ils ne voient pas le résultat. Et il y a aussi une défiance. Par exemple, la pandémie de Covid, elle a fait beaucoup de mal. Enfin, c'est pas la pandémie de Covid qui a fait du mal. Enfin, elle a fait du mal, mais c'est aussi la gestion de la pandémie de Covid. C'est-à-dire qu'il y a eu de la défiance envers la vaccination, du coup, montée du complotisme. Le complotisme, il est totalement perméable avec l'extrême droite. Enfin, le complotisme, c'est quand même ça. C'est quand même des complotistes qui sont allés au Capitole pour réclamer la présidence Trump. Enfin, tout ça, c'est lié en fait. Du coup, oui, les médias ont un rôle sur l'opinion publique, et en même temps, c'est pas pour autant que la pensée progressiste, elle imprègne pas énormément de personnes. Il y a énormément énormément de personnes sont de gauche, énormément de personnes sont progressistes. On le voit pas nécessairement dans les urnes, mais on peut le voir dans les mobilisations, où on peut avoir plus d'1 million, voire 2 millions de personnes dans les rues, dans certaines situations. Mais en fait, la répression est telle aussi qu'il y a des personnes qui se mobilisent plus. Quand on a perdu un œil, une main, quand on va en prison, en fait, c'est dur d'aller en manif, donc on trouve d'autres options. Donc, moi, je crois fort à la créativité militante. Et de toute façon, à un moment donné, quand on a des convictions politiques et qu'on lutte pour notre survie, on ne peut pas s'arrêter. Enfin, c'est notre survie. Donc, c'est comment on continue à créer, comment on continue à vivre dans ces conditions-là, quoi. Et du coup, quelle légitimité tu donnes à la désobéissance civile et même, si on peut aller plus loin dans la discussion, à la violence, quand on voit que tout est verrouillé dans les sphères du pouvoir ? La question de la désobéissance civile et de la violence, elle est hyper intéressante parce que justement, je voyais une intervention de Nicolas Framont, donc rédac-chef de Frustration Magazine, qui est sociologue aussi par ailleurs, sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on nomme comme étant de la violence ? Et ça... en fait, je fais beaucoup de similitudes avec la culture du viol. En fait, la culture du viol, elle définit ce qui est de la violence. Par exemple, il y a quelques années, décennies, siècles, un homme pouvait tuer sa femme pour adultère. Et c'était OK, hein. Voilà. Donc, et on considérait pas que c'était OK. Ou encore... il y a quelques décennies, un homme pouvait refuser que sa femme ait un compte bancaire. On parlait de devoir conjugal, c'est-à-dire que le viol conjugal n'était pas un viol, c'était un devoir. Donc en fait, la conception de la violence, elle est culturelle. Donc, quand, par exemple, la bourgeoisie dit que casser des vitrines, c'est de la violence, alors... Oui, on peut dire que c'est de la violence, mais c'est une violence réactionnelle à la violence structurelle, à la violence d'État, à la violence des systèmes de domination. Et c'est un peu comme quand Jacqueline Sauvage, elle tue son mari après avoir vécu 30 ans de violence conjugale. C'est une violence réactionnelle, mais qui est nécessaire. Voilà, donc c'est un peu ce que je pense de la désobéissance civile. Ok, donc c'est vraiment un moyen dont on a besoin et qu'il faut arrêter de décrédibiliser. J'essaye de réfléchir à des situations où on pourrait décrédibiliser la désobéissance civile. Moi, je dirais que le seul garde-fou avec la désobéissance civile, c'est se dire c'est quel ordre social qu'on conteste. Parce que moi, la crainte que j'ai dans la question de la désobéissance civile, c'est que ça soit l'extrême droite qui se réapproprie ce concept en disant que, de toute façon, l'extrême droite le fait déjà, hein, mais on désobéit aux lois parce que c'est de la désobéissance civile, etc. En fait, pour moi, la désobéissance civile, elle doit rentrer dans un cadre d'émancipation des systèmes de domination qui sont le patriarcat, le racisme, le validisme, l'adultisme, etc. Des systèmes de domination qui sont réels et prouvés sociologiquement. Et aussi
avoir, mais c'est comme tout à l'heure sur la question des éco-gestes, des petits gestes, c'est de se situer par rapport à notre capacité de recours à la désobéissance civile. Quand on est fragile juridiquement, en fait, on ne peut pas recourir à la désobéissance civile. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est nécessaire, notamment dans les organisations militantes, d'être vigilant quant aux risques que les personnes peuvent encourir, pour que les personnes puissent le faire en toute conscience, notamment avec le fichage des militants de gauche. En fait, à inciter à une culture de OK, je fais les choses de façon libre et éclairée, et se dire que dans certaines situations, on ne peut pas faire de la désobéissance civile, pas parce qu'on ne le veut pas politiquement, mais parce qu'en fait, c'est trop dangereux et qu'il faut peut-être recourir à des voies légales. Et qu'en fait, pour moi, c'est la coordination du légal et de l'illégal qui permet aussi de, des fois, gagner des luttes. Ok. Donc on pourra voir après un peu les solutions et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais juste avant, du coup, je vous propose, c'est moi qui lance, même si je suis aussi animatrice, mais j'ai aussi écrit une chronique humour de quelques minutes. Laissez-moi vous conter l'histoire de la petite fille et du robinet. Il était une fois dans une grande maison pleine de monde, une petite fille qui s'appelait Greta, nom choisi au hasard. Greta vivait avec sa famille, ses parents, ses oncles, ses tantes, ses cousins, tout le monde. C'était une maison bleue, blanche et rouge. Un soir où toute la famille était réunie autour d'une table pour déguster ensemble un superbe cadavre d'animal jadis doté de sentiments et de vie, Greta a senti quelque chose d'étrange sous ses pieds. C'était mouillé. Des larmes d'homme cis ? Oh, que nenni. De l'eau partout sur le sol de la cuisine. Oh, dit Greta, il y a une fuite quelque part. Elle suivit les flaques et entendit à l'étage qu'un robinet était resté ouvert. L'eau coulait et coulait sans jamais s'arrêter. Telle la prospérité si la théorie du ruissellement existait réellement. Alors Greta s'écria « Vite, il faut fermer le robinet !» Mais tout le monde la regardait d'un air étonné. « Fermer le robinet ?» dit sa maman. « Quelle drôle d'idée !» On s'est habitué, ajouta sa tante. « Regarde tous les avantages, plus besoin de se lever pour remplir un verre. » « T'inquiète pas, dit son père, attrapant une serpillière. On va éponger. » Greta fronça les sourcils. « Mais si on n'éteint pas le robinet, ça ne sert à rien d'éponger. » Son père haussa les épaules. « C'est trop compliqué maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Le robinet ouvert, c'est le progrès. » Son cousin, Jayek, nom complètement inventé, « J'ai fait des études et il faut vraiment fermer le robinet. Et puis tout éponger après. » Ah, tu vois, faut éponger. Alors, c'est pas vraiment ce que j'ai dit, mais... Pendant ce temps, l'eau montait. Le parquet commença à gondoler, les meubles grinçaient. Alors Greta courut à l'étage pour fermer elle-même le robinet. Mais la porte de l'escalier était fermée. Son grand-père, Donald, nom choisi au hasard, s'était enfermé à l'étage, laissant tout le monde coincé au rez-de-chaussée. « Pas question !» cria-t-il. « Mais pas pire, la Greta, l'eau va tout inonder. Eh bien, épongez plus !» répondit-il avec colère. L'eau monta jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille. Tout à coup, la lumière s'éteignit. Il n'y avait plus d'électricité. « Oh là là, c'est fâcheux !» soupira sa tante. « Qui aurait pu prédire ?» Et pendant qu'il disait cela, le papy de Greta redescendit l'escalier, ouvrit un deuxième robinet dans la cuisine, se servit un verre avant de remonter à l'étage. « J'avais soif, mais je préfère cette eau-là » expliqua-t-il. Greta n'en croyait pas ses yeux. « Mais il faut fermer tous les robinets !» cria-t-elle. Sa mère, debout, dans l'eau. « Arrête de parler des robinets, tu es extrémiste, ma chérie. Allez, calme-toi, tu reprendras un peu de tarte ?» L'eau monta encore. Bientôt, il fallut nager pour se déplacer dans la maison. Son cousin, Stanislas, commençait à se vanter. « Moi, tous les matins, je prendrai un verre d'eau et je le jetterai par la fenêtre. Je ferai ma part. Il faut une transition maîtrisée du robinet. » Alors que regardez, Salma, avec son bras dans le plâtre, elle ne fait rien. Dans un élan de désespoir, Greta défonça la porte de l'étage. « Oh mon Dieu !» dit Stanislas, « mais elle est dangereuse. Il faut l'enfermer. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Elle fut enfermée dans sa chambre et une nouvelle porte fut reconstruite immédiatement. Plus de robinets terroristes. Les robino-gauchistes sont dangereux. La maison fut inondée, mais ce n'est la faute de personne, car qui aurait pu prédire... Attention, toute ressemblance avec le robinet et un système suprémaciste patriarcal capitaliste est complètement fortuite. Je vais pas me remercier moi-même, ok. Non, ok. Du coup, si tu veux, on peut revenir à la dernière partie. Moi, j'ai bien rigolé, en tout cas. C'est gentil, merci beaucoup. Revenir un peu aux solutions qu'on pourrait imaginer. Est-ce que tu penses qu'on peut reprendre le pouvoir sur nos modes de vie, donc par exemple la sobriété ou le modèle non productiviste? Est-ce que tu y crois? Comment on fait? Dans la question, enfin dans l'idée d'une sobriété et dans l'idée, dans une idée non productiviste, moi j'ai envie d'élargir. Est-ce qu'on peut reprendre pouvoir sur nos vies
dans une idée de sobriété aussi, mais dans une idée, alors moi j'aime bien ce concept qui n'est pas de moi, qui s'appelle le luxe communal. Donc c'est une idée issue de la Commune de Paris, 1871, une idée, un concept anarchiste qui est l'idée de se réapproprier des conditions d'existence dignes pour tous et de communaliser cela. Alors, à l'époque, c'était plutôt sur la question de l'art, parce que la bourgeoisie volait l'art aux précaires, mais aussi parce que l'art, ça ne concernait pas que, je dirais, les œuvres d'art qui ne sont pas dans le quotidien. Là, c'est vraiment l'art, ça concernait l'art du quotidien aussi. Donc, dans l'idée du luxe communal, c'est de faire en sorte de créer des espaces de lutte, des espaces de joie, des espaces de culture, des espaces de soins, d'affectivité, de relations, je dirais même interespèces, qui sortent en fait de ces espaces. On a besoin d'espaces de refuge, que ce soit matériel et immatériel en fait. Ça nous permet de reprendre de la dignité, de reprendre du... alors, Corinne Morel-Darleux, elle appelle ça la dignité du présent. En fait, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Tous les jours, on perd un peu plus de nos droits. Et quand je dis nous, c'est un nous un peu universaliste, donc ça ne convient pas. Je pense que le nous, il n'existe pas. On va perdre chacun en fonction de nos situations sociales. Mais du coup, il y a toujours des droits à préserver, il y a toujours des droits à gagner, il y a toujours de la dignité du présent qui peut se cacher dans les moindres interstices de nos vies quotidiennes. Par exemple, pour moi, c'est les chocolatines véganes que vous avez ramenées tout à l'heure pour le goûter. En fait, donc je pense que oui, sincèrement, c'est possible de créer des espaces. Donc, si on veut qu'ils soient sobres, d'un point de vue environnemental, c'est possible complètement. Il y a plein d'initiatives qui existent sur l'Hexagone. Alors, je parle de l'Hexagone parce que c'est celle que j'ai explorée, mais au-delà des frontières, il y en a plein. Je dirais que celle auquel on fait le plus référence, je trouve, de mon point de vue, dans les milieux militants, c'est la révolution écologiste et féministe au Rojava, donc au Kurdistan syrien, qui lutte contre l'empire turc, l'État turc et sa dimension impériale sur le Kurdistan, sur les Kurdes. On a aussi l'État du Chiapas au Mexique avec la révolte zapatiste. Il y a un article de Monsieur Mondialisation qui est sorti récemment sur justement l'histoire du communalisme et différentes initiatives communalistes qui ont pu exister dans l'histoire et aujourd'hui. Moi, je pense que c'est important d'avoir des inspirations et en même temps d'expérimenter, d'essayer de faire des choses. En fait, il en va, je dirais pas forcément de notre survie ou de la survie de beaucoup de personnes dans un futur fantasmé. Il en va de la survie actuelle, d'aujourd'hui, de maintenant, tout de suite. Et pour moi, en tout cas, c'est à ça qu'on peut consacrer notre énergie, quoi. Et qui, en plus, qui donne du pouvoir d'agir, qui redonne de la dignité dans la lutte, entre guillemets. Quand je dis entre guillemets, c'est-à-dire il n'y a pas que dans la lutte, mais ça redonne de la dignité dans le quotidien. Et psychiquement, c'est ce qui fait tenir aussi. Donc voilà, moi j'encourage fortement à expérimenter. Et est-ce que tu penses qu'on peut organiser une gestion collective des ressources ? Je pense qu'on peut organiser une gestion collective des ressources si elle n'est pas universaliste et standardisée. Aujourd'hui, il existe par exemple
différents courants de pensée politique. Voilà, je parlais du communalisme, c'est un courant de pensée politique. Il y a la question du municipalisme libertaire, qui est une forme d'anarchisme qui est écologiste, qui s'émancipe justement des systèmes de domination en organisant des gestions de ressources à des échelles territoriales. Bon, après, il faut définir aussi l'échelle du territoire, etc., dans des logiques aussi d'intérêt-échange et du coup, dans l'effacement aussi de la question de frontières, de libre circulation des individus qui, encore une fois, c'est pas une idée de moi, mais en tout cas qui est portée par Fatima Ouassak et dont les mouvements décoloniaux. Donc, je pense, oui, sincèrement... Attends, c'était quoi le truc ? Gestion collective des ressources. Je pense sincèrement qu'on peut avoir une gestion collective des ressources. Et est-ce que tu penses qu'on peut vivre sans dépendre du marché mondial ? Alors, est-ce qu'on peut vivre sans dépendre du marché mondial ? Moi, il y a un nœud que je n'ai pas résolu, qui est la question de la santé, qui est la question du système de santé. Comment on arrive à s'émanciper des systèmes industriels néocoloniaux qui exploitent les pays du Sud global, mais pas que, parce que c'est pas juste pays du Nord, pays du Sud global, c'est aussi au sein du pays du Nord des exploitations des individus et tout le monde avait accès aux mêmes ressources, etc. Et la question de la santé, aujourd'hui, la santé, elle est mondialisée. Enfin, elle est mondialisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... il y a plein de traitements auxquels on bénéficie. Enfin, moi-même, aujourd'hui, si je n'avais pas eu accès au système de santé français, je ne serais pas en vie. Beaucoup de personnes de ma famille non plus et de mes amis non plus. Et du coup, la question, c'est comment on peut s'en émanciper sans reproduire une forme d'eugénisme. Oui. Voilà, le mot est posé. Comment on fait ça sans que ça soit encore les plus vulnérables qui crèvent en premier, quoi. Oui, du coup, ça serait un système d'oppression. Donc, Voilà, et du coup, oui, c'est ça, ça pourrait reproduire un système d'oppression et c'est un nœud auquel j'ai pas la réponse. Ok. Merci beaucoup. Et avant de conclure, on peut écouter une chronique de Justine qui nous présente une chronique littéraire. Quand on parle d'écologie, on pense souvent à la nature, aux rivières, aux forêts, aux espèces en danger. Mais Betty, le roman de Tiffany McDaniel, nous rappelle une chose essentielle. Se battre pour le vivant, c'est aussi se battre contre toutes les forces qui l'écrasent. Le racisme, la pauvreté, le patriarcat, les violences familiales. Betty, c'est d'abord l'histoire d'une fille qui apprend à regarder la nature comme une mémoire, celle des ancêtres, des plantes, des animaux, mais aussi comme un refuge fragile. Dans la tradition cherokee transmise par son père, la terre n'est pas une ressource, elle est une relation. Chaque être humain, animal, végétal est interconnecté. Mais cette vision se heurte à une société où certaines vies valent moins que d'autres. C'est là que le roman devient politique. La destruction écologique commence toujours là où on accepte que certains êtres puissent être sacrifiés, comme cette famille. Dans ce contexte, se battre pour le vivant est un acte de survie, mais aussi un acte de résistance, qui est évoqué à travers ces quelques lignes. Avant le christianisme, les Cherokees étaient fiers de leur société matriarcale et matrilinéaire. Les femmes étaient à la tête de la famille, mais le christianisme a donné aux hommes un rôle prédominant. À la suite de ce bouleversement, les femmes ont été écartées de la terre qu'elles avaient possédée et cultivée. On leur a donné un tablier et on leur a signifié que leur place était à la cuisine. Aux hommes, qui avaient toujours été des chasseurs, on a dit qu'ils devaient maintenant travailler dans les champs. Les Cherokees ont vu leur mode de vie traditionnel éradiqué, de même que la répartition des rôles entre les deux sexes, qui avait permis aux femmes d'occuper une place aussi importante que celle des hommes. Entre le rouet et la charrue, certains ont bien lutté pour préserver leur culture, mais les traditions se sont peu à peu diluées. Mon père a fait de son mieux pour empêcher l'eau de se mêler à notre sang, en continuant à faire honneur à la sagesse dont il avait hérité. Par exemple, fabriquer une cuillère avec la tige d'une feuille de courge, ou savoir quand est venu le moment de semer le maïs. Quand le groseillier sauvage a sorti toutes ses feuilles, disait-il, parce que cet arbuste est le premier à ouvrir les yeux après son sommeil d'hiver et à nous dire « La terre est assez réchauffée maintenant ». La nature nous parle, nous devons simplement nous souvenir de l'écouter. En refermant ce livre, on comprend que se battre pour le vivant, ce n'est pas sauver la planète. C'est refuser les hiérarchies qui détruisent les écosystèmes et les familles. C'est refuser que certaines vies aient moins de valeur.
C'est reconnaître que la justice environnementale n'existe pas sans justice sociale. Betty nous rappelle que toutes nos luttes sont liées et que l'écologie politique se construit dans ces croisements. Merci beaucoup, Justine. Du coup, on peut peut-être conclure rapidement ce qui a été dit. Je ne sais pas si tu as envie de le faire ou si on essaie de le faire communément. Mais globalement, ce qu'on retient, c'est que l'écologie, elle est bien plus complexe qu'on pourrait la comprendre. Et il faut s'ouvrir à toutes les luttes et essayer de ne pas standardiser les gens, les luttes, les moyens d'action et les solutions. Il faut expérimenter un maximum et essayer d'avancer avec ses moyens et ses capacités. Et est-ce que c'est un bon résumé? C'est super. Oui, un très bon résumé. Merci beaucoup. Et est-ce que tu as des news? Est-ce que tu as des choses à dire? Est-ce que tu as des dates? Est-ce que tu veux parler de ton livre un petit peu avant la fin? Mon livre, ça fait un petit moment qu'il est sorti, maintenant 1 an et demi. Et là, le sujet qui me préoccupe, ou en tout cas sur lequel j'investis beaucoup de temps, c'est la question des violences sexuelles dans les milieux de gauche. Et notamment aussi des réponses qu'on apporte à ces enjeux-là, la façon dont on fait justice, notamment justice hors pénale, parce que c'est des milieux où, comme il y a de la répression, ou qu'il y a de la répression, les personnes n'ont pas nécessairement envie d'avoir recours à la justice institutionnelle, j'entends, mais aussi parce que tout simplement, alors là, c'est pas propre au milieu militant ou de gauche, c'est que comme la justice institutionnelle n'est pas à la hauteur, les lois non plus, vu que c'est issu d'un système patriarcal, il est nécessaire aussi, parce que c'est des espaces dans lesquels on expérimente, de développer des outils de justice communautaire. Donc ce sont des sujets qui me passionnent et pour lesquels là j'investis beaucoup de temps, à la fois dans l'accompagnement de personnes victimes, dans la formation autour de ces sujets-là, de collectifs, d'individus et de production de ressources. Et quand je dis j'ai investi du temps, je ne suis pas seule, on est différentes personnes qui agissent autour de ça. Et voilà, si des personnes ont envie de suivre mon travail autour de ça, qu'elles n'hésitent pas à me contacter ou à aller voir ce que je fais sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Victoria, c'était super. Merci à vous. Et du coup, on se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode. Merci beaucoup.